Bonjour, alors aujourd'hui je vais tout expliquer sur la loi binomiale. Vous pouvez regarder ça si vous êtes en première spémat et que vous n'avez aucune idée de ce que veut dire binomial, ou si vous êtes en terminale. Vous pouvez aussi regarder ça si vous êtes en terminale et que vous avez déjà vu la loi binomiale, mais que ça vous semble peut-être flou. En tout cas, c'est pas bon, c'est formel quand même, mais je donne beaucoup d'exemples. Je commence. Donc je rappelle ce que c'est qu'une variable aléatoire. Donc j'ai marqué cette phrase-là. Donc c'est une information, une variable aléatoire. Et donc je donne des exemples tout simplement pour comprendre cette phrase, information tirée d'une situation ou expérience non prévisible. Par exemple, je voulais voler et M est l'un des mots suivants. Donc quand vous ouvrez les volets, vous ne savez pas si ça va être nuageux, ensoleillé ou pluvieux. On aurait pu faire d'autres catégories, d'autres modalités. On aurait pu dire arc-en-ciel, on aurait pu dire brumeux, voilà, bon, alors on choisit de mettre l'un de ces trois mots, et donc cette information, on la met dans la variable m, donc m est une chaîne de caractères, si vous voulez. Ou bien je lance un dé, n est le chiffre obtenu, voilà, donc on comprend ça, c'est vraiment le hasard, hein. Le mot hasard en arabe peut dire jeu de dés d'ailleurs, voilà. Je lance un dé, alors ça, on voit ici que on a la même expérience, je lance un dé. D'ailleurs, on l'a aussi 3 fois de suite. Je lance un dé. Et on en tire ce que l'on veut. Donc on peut en tirer le chiffre obtenu, on peut en tirer une variable qui vaut 1 ou 0 suivant si j'ai un 6 ou pas. On peut en tirer R, la distance parcourue pour le dé. C'est vraiment pour dire que l'expérience de tirer le dé, si vous voulez, on peut en tirer une infinité d'informations. On peut en tirer le nombre de décibels que fait de bruit le dé en tombant sur le plateau. On peut en tirer l'angle que fait le dé à la fin. On peut en tirer est-ce que le résultat est pair ou pas. Voilà, ce qu'on veut. Et donc, à partir de la même expérience, il peut y avoir plusieurs variables aléatoires. Voilà. Bon, je pioche une carte, c'est la couleur. Je vais au restaurant, je mets une note. X. Alors évidemment, c'est pas complètement aléatoire parce que ça dépend de moi. C'est pour ça que j'ai mis le plus objectif possible. On a des critères très précis et qui laissent rien au hasard. Et donc qui ouvre toutes les possibilités au hasard, paradoxalement, parce que ça ne dépend pas de mon interprétation dans le modèle. Voilà. On admet que si j'ai le même repas, ben, je mettrai la même note. Voilà. Bon, alors évidemment, là, il y a un peu plus de flou parce qu'il y a une action humaine qui est de mettre une note. On dit dans le dé, le dé, il fait un résultat, il fait un résultat. Bon, j'interroge, je demande la taille et le poids. Donc là, je vais avoir deux variables aléatoires, si vous voulez, qui sont la taille et le poids, et que j'obtiens. Voilà. Alors, je lance un dé jusqu'à ce que j'obtienne 6, y est le nombre de fois. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est au programme de SPEMAT, première terminale. Ça s'appelle la loi géométrique ou loi géométrique tronquée. Donc, on en parlera un peu, même si ce n'est pas le sujet. Alors, type de variable aléatoire nominatif, c'est quand vous avez une variable aléatoire qui a un nom, un prénom, par exemple. Voilà. Il y a une infinité de prénoms possibles. Catégoriel, ben, c'est les mots, là, nuageux, etc. Et puis, donc là, on va s'intéresser à des variables réelles discrètes, c'est-à-dire le résultat est un nombre entier. Discrète, ça ne veut pas dire exactement entier, mais bon, pour l'instant, on va simplifier, on n'est pas là pour parler de la théorie des variables. Donc la loi, puisqu'on va parler de la loi, la loi binomiale, hein, donc ben, c'est tout simplement les valeurs assorties de leur probabilité. Par exemple, si n est le chiffre obtenu, ben, il y a un sixième pour chacun s'il n'est pas truqué. Voilà, s'il est truqué, genre si vous mettez un poids à l'intérieur du dé, quand vous fabriquez le dé, vous mettez un peu plus de densité vers la face 1, ben, il va tomber plus sur la face 1. Voilà. Si votre dé est un chat, il va toujours tomber sur ses pattes. Voilà, bon. Alors je lance un dé si t vaut 1 ou 0. Donc là, c'est clair que la probabilité que le variable t fasse 1, c'est un sixième. C'est avoir un 6. Donc vous voyez, hop, c'est pas la même loi, évidemment. Alors ici, c'était pour montrer un exemple, on ne peut pas du tout déterminer la loi. Donc là, c'est la couleur, donc la loi c'est ça, un quart. Donc c'est pas une loi réelle, vous voyez, c'est pas une variable aléatoire réelle, c'est une variable aléatoire catégorielle. Voilà. Je mets une note, bon ben là évidemment on ne connaît pas la loi, sauf... Et là, la taille et le poids, donc évidemment on peut trouver la loi que empiriquement dans cet exemple. Donc on fait des statistiques, dans la population d'une ville donnée, par exemple, on va être 2,3% sont à ce croisement-là. Bon, et puis après, on vous dit, voilà, quelle est la probabilité qu'il fasse 1m65 la personne que je vois, ben, vous faites la somme des pourcentages là, la marginale. Qu'il fasse 1m66 et 57 kg, vous regardez le pourcentage qui est là, et vous déduisez une loi à partir du terrain, si vous voulez, là. Alors là, on n'est pas vraiment dans les probas, parce qu'on a besoin des données du terrain pour quelque chose d'empirique, tandis qu'avec le dé, évidemment, ou les cartes, on a un hasard pur et qu'on peut prévoir sans avoir besoin de faire des tests.
Alors parfois la loi est donnée par une formule, donc je dis ça parce que pour la loi binomiale ça va être le cas. Alors je donne un exemple déjà pour l'instant qui n'est pas binomial. Donc je lance un dé jusqu'à ce que j'obtienne 6. Et voilà. Alors du coup, vous voyez, si y est le nombre de fois que j'ai tiré. Donc quand je tire la première fois, je peux obtenir 6 ou pas 6. Donc la probabilité qu'y soit égal à 1, ça veut dire que j'ai eu besoin de tirer qu'une fois pour avoir 6, ben, c'est un sixième. Voilà. Qu'y soit égal à 3, ça veut dire pas 6, 6. Donc 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 1 sixième, je multiplie le long des branches. Voilà. Et donc vous pouvez généraliser cette formule très simplement pour une valeur k. Voilà, voyez, donc ça correspond au k moins une fois où on a raté, et ça c'est la fois où on a réussi. Donc c'est pour dire simplement que une variable, une loi peut être donnée par une formule. Voilà. Alors on parle de l'expérience de Bernoulli. Donc Bernoulli c'était une famille de mathématiciens d'une certaine époque, et qui ont laissé pas mal de traces en mathématiques. C'était la grande époque de l'effervescence, si vous voulez, des mathématiques, avec Pascal et Fermat et tout ça, au XVIIe, j'espère ne pas me tromper dans les dates. Voilà, donc une expérience de Bernoulli, on en tire un vrai faux. Donc par exemple, quand j'ouvre les volets, je vais pas, si je dis nuageux, ensoleillé, brumeux, pluvieux, tout ça, c'est pas une expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est une expérience, ouvrir les volets si vous voulez, dans laquelle je vais tirer une interprétation. C'est-à-dire, c'est une réponse à une question, oui ou non, si vous avez une expérience de Bernoulli. Donc je regarde si c'est ensoleillé ou pas, par exemple, ou si c'est nuageux ou pas. Voilà. Ou je lance un dé, donc je peux m'intéresser à plein de choses dans le dé. Je peux m'intéresser au fait que le dé soit pair, donc je vais dire pair ou pas, obtenir 6 ou pas, ce qu'il a parcouru. Donc vous voyez, dans tous les cas, une expérience de Bernoulli, c'est une expérience quelconque, hein, par exemple, je marche dans la rue, si vous voulez, voilà. Et est-ce que la prochaine personne que je rencontre est une personne aux cheveux bruns? Voilà, ben ça c'est une expérience de Bernoulli, parce que je tire de la réalité, de mon expérience réelle, eh bien, une interprétation oui ou non. C'est-à-dire que je pose sur une expérience réelle une question dont la réponse est oui ou non. Donc là, je lance un dé jusqu'à ce que j'obtienne 6. Au lieu de regarder le nombre de fois que j'ai tiré, ça ne serait pas une expérience de Bernoulli. Je regarde si j'ai réussi ça, par exemple, en 3 coups ou moins. Vous voyez? Donc voilà. C'est ça une expérience de Bernoulli. Donc une variable de Bernoulli, c'est une variable qui va valoir 1 si la réponse est vraie, et 0 si c'est faux. 1 si c'est oui, 0 si c'est non. Si vous voulez, c'est la façon mathématique de dire le oui et non, ou le vrai et faux. On va dire 1 ou 0. Voilà. Alors, j'ai repris tous les exemples ci-dessous. On va voir. Donc, j'ouvre les volets, je regarde si c'est ensoleillé ou pas. Donc, si c'est ensoleillé ou pas, ben, j'ai aucune idée des probabilités. Il faudrait faire dans une région donnée, à une époque donnée, à une saison donnée, voir le nombre de jours ensoleillés et puis en tirer une loi. Voilà. Alors, je regarde si le chiffre obtenu est pair ou pas. Bon, mais là, pair ou pas, c'est simple. Hein. 1,5, 1,5. Je regarde si j'ai obtenu un 6 ou pas. Bon, ben, si j'ai obtenu un 6, la variable va avoir 1 dans 1 sixième des cas et 0 dans 5 sixièmes. Je regarde s'il a parcouru plus que 5 cm. Donc là, évidemment, ça c'est un truc physique. Donc, soit il faudrait que le dé soit tiré par une machine et on ferait des calculs pour voir en fonction de la vitesse à laquelle il part et tout ça. Bon. Soit on fait des tests. Voilà, bon, ça évidemment, c'est un exemple totalement qualitatif, on va dire. Je regarde si j'ai un trèfle. Si j'ai un trèfle, bon, très simple, puisqu'il y a 4 couleurs. Hein. On appelle couleur pas noir rouge, mais pique, cœur, carreau, trèfle. Et donc, les trèfles, c'est un quart des cartes. Hein, donc, voilà. Variable de Bernoulli, je mets une note. Donc, évidemment, là, c'est pareil, c'est une expérience très empirique. Si son IMC, donc IMC, vous savez, c'est poids sur taille au carré, ou taille sur poids au carré. Donc, bon, voilà, c'est aussi empirique. Si j'ai réussi ça en 3 coups ou moins. Alors là, par contre, on peut le faire rapidement. En 3 coups ou moins. Ça veut dire 1 coup, 2 coups ou 3 coups. Donc, 1 coup, la probabilité de réussir en 1 coup, c'est 1 sixième. 3 coups, c'est ce truc-là. Et 2 coups, ça va être 5 sixièmes fois 1 sixième. Donc, la probabilité de réussir en 3 coups ou moins, ici, P de x, y inférieur ou égal à 3, c'est... Bon, mais c'est pour dire que du coup, ici... je transforme mon expérience dans laquelle ce qui m'intéresse c'est un nombre de coups en une question dans laquelle ce qui m'intéresse c'est une question vrai-faux. Est-ce que j'ai fait 3 coups ou moins? Donc ici, je mets le nombre que j'ai trouvé là. Je vais l'appeler R par exemple, parce que bon, je ne vais pas perdre le temps à le calculer là. Donc je mets R ici et du coup, R, voilà, oui. Donc on peut toujours transformer une expérience en une expérience de Bernoulli en sélectionnant une information qui nous intéresse. Bon. Alors maintenant, attention, on va passer à un schéma de Bernoulli. Donc, le schéma de Bernoulli, c'est quand on répète une expérience de Bernoulli.
Alors, j'ai repris l'exemple du restaurant, bien qu'il soit que qualitatif, mais c'est pour vous faire bien comprendre l'histoire d'indépendance. Donc, on prend Jean et Lucie qui vont au restaurant et qui cochent des 1 ou des 0. Donc, ils vont au restaurant et puis ils ont une feuille de papier et puis là, il dit 1. Ah, ben là ça m'a plu. Enfin, voilà. Donc, il coche 1 ou 0 dans les exemples si la note est supérieure à 8. Donc, deuxième restaurant, ah, ben ça m'a plu. Troisième jour, ah, ben ça m'a pas plu. Voilà. Donc, ils font ça comme ça 5 fois. 5 fois. Et à la fin, ils font la somme. Vous voyez, la somme, c'est marqué là. Donc, la somme, ben, ça va correspondre logiquement, puisqu'on ajoute des 1, au nombre de fois que ça leur a plu. C'est ça qui est important dans la loi binomiale. C'est le premier aspect, l'aspect compteur. Donc ça veut dire que en fait SJ et SL sont des compteurs. Ils comptent le nombre de fois où ce qu'on a appelé réussite, c'est réalisé. Voilà, nombre de fois où on a dit oui, nombre de fois où l'expérience a été considérée comme vraie. Voilà. Alors maintenant, si Jean va chaque jour dans le même restaurant, vous voyez que là, il y a quand même un biais, parce que s'il va chaque jour dans le même restaurant, dans un monde un peu théorique, il mettra la même note chaque jour, puisqu'il note le restaurant. Mettons qu'il ne note pas le plat, mais le restaurant, si vous voulez, pour simplifier, ou mettons qu'il prenne toujours le même plat, et qu'il note le même plat. Bon, c'est pour vous donner un exemple un peu caricatural, en fait, où là, on ne va pas être du tout dans une loi binomiale, parce que c'est soit 0, soit 5. C'est-à-dire, si ça lui plaît le premier jour, ça lui plaît toujours, c'est le même restaurant, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était pour donner un contre-exemple de ce qui n'est pas binomial. Un exemple de ce qui est binomial, c'est que elle voyage et visite des restaurants indépendants entre eux. Indépendant, ça doit vouloir dire, dans cet exemple-là, que les restaurateurs ne sont pas allés à la même école de restauration, qu'ils ne se fournissent pas chez les mêmes fournisseurs, qu'ils ne se partagent pas des recettes entre eux, etc. Donc c'est indépendant. Si ça lui plaît dans un restaurant, il n'y a aucune raison que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas dans le suivant, le lendemain. Voilà. Et là, on est dans le cas. Donc là, j'explique un peu binomial avec les mains pour l'instant. Donc ces dégustations sont indépendantes. Ça, c'est le grand mot de la loi binomiale, indépendante. Donc c'est ça un schéma de Bernoulli, c'est quand on répète une expérience de Bernoulli et que les répétitions sont indépendantes. Donc quand on répète une même expérience de Bernoulli. Alors je donne la définition formelle. Schéma de Bernoulli. Donc un schéma de Bernoulli, donc n, ça va être le nombre de fois qu'on répète. Donc il ne faut pas qu'il soit égal à 0, ça n'aura pas de sens. Donc c'est pour ça que j'ai mis n étoile. P, ça va être la probabilité de succès. Et donc un schéma de Bernoulli, c'est quand on répète une expérience de Bernoulli n fois. Alors à condition que... il y a 3 conditions. Donc les répétitions sont indépendantes, comme on a vu pour l'instant. L'expérience est identique à chaque fois, évidemment. Et n soit fixé à l'avance. Donc on va avoir plein d'exemples. Et la loi binomiale, c'est la loi d'une variable somme. C'est-à-dire le nombre de succès. Voilà. Et je vais vous montrer la rédaction type qu'il faut mettre à la fin. Alors, exemple, donc on va reprendre les expériences de Bernoulli. Par exemple, on disait « j'ouvre les volets ». Bon, et bien maintenant, on va ouvrir les volets plusieurs fois de suite. Par exemple, pendant un mois. Donc, mettons 30 matins, parce qu'il faut bien qu'on modélise. Donc, on simplifie la réalité quand on modélise. Et je regarde si c'est ensoleillé ou pas. Donc, I, le nombre de répétitions va de 1 à 30. Donc, à chaque fois, ça fait 0 ou 1. Et S, c'est X1 plus x30, c'est-à-dire que je sélectionne, j'ajoute les 1 et les 0, donc ça me donnera le nombre de jours où ça a été ensoleillé. Et donc ça, c'est une loi binomiale de paramètres n égale 30, et p, on a dit que c'était inconnu. Je lance un dé, je regarde si c'est pair ou pas. Donc là, i va jusqu'à 20, f, ça va être x1 plus... Alors, j'ai fait exprès de varier les lettres parce que suivant les énoncés, vous pouvez avoir des lettres différentes. Donc, je veux vous habituer. Donc là, j'appelle M le chiffre 1 ou 0 que je mets chaque matin, si vous voulez. Voilà. Et donc, le paramètre, j'ai fait combien de fois? 20 fois. Et pair, on a dit c'était 1/2 la probabilité. Donc, je lance 5 dés, je regarde pour chacun si j'ai obtenu 6 ou pas. Et je veux connaître le nombre de 6. Et donc, le nombre de 6, ça va être x1 plus x6. Plus x5, puisque je lance 5 fois. Paramètre de combien de fois je répète l'expérience. Je lance 5 dés, c'est comme si je lançais 5 fois un dé, si les dés sont indépendants entre eux, bien sûr. Et obtenu 6, 1 sur 6. Voilà. 10 personnes lancent un dé et regardent qui a parcouru plus de 5 cm. Donc on fait 10 fois. Donc là, j'ai décidé de les appeler A. Donc x, ça va être A1 plus A10. Et donc je lance 10 fois, évidemment, ici c'est impossible à calculer cette probabilité. Je pioche une carte, vous avez compris, hein. Donc ici ça va faire y1 plus
y4. Donc n, c'est le nombre de répétitions 4 fois. Si j'ai obtenu un trèfle, ben, un quart. Alors attention, vous voyez que ici, x, c'est la somme, c'est le compteur, c'est le nombre de succès. Alors que là, je l'avais appelé S, et X, c'était les compteurs individuels à chaque fois, que c'était les 1 ou les 0. Et suivant les énoncés, vous pouvez avoir des lettres différentes. Alors c'est pour ça, faites attention, habituez-vous à bien regarder si la lettre dont on parle, c'est la somme ou c'est les variables individuelles. Donc je note, donc ça on en a déjà parlé. J'interroge les 100, donc là ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le paramètre de la binomiale, c'est 100. Et puisque j'interroge des personnes qui croisent dans la rue, évidemment, on peut considérer qu'elles sont indépendantes. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans la vraie vie, parce que vous croisez un groupe de touristes, par exemple, qui sont tous suédois. Bon, ben, tout d'un coup, vous voyez, la taille, les personnes ne sont pas indépendantes les unes aux autres, parce que ben, lui, il est suédois, l'autre, il est suédois, et donc vous avez un groupe, là, vous n'avez plus l'indépendance. Puisque si vous avez un groupe qui arrive, mettons, la première personne, vous voyez qu'elle est grande, fait 1m80, et bien, si c'est un groupe constitué, la probabilité que un groupe, on va dire, d'un même pays, la probabilité que la suivante fasse 1m80 est un peu plus haute, parce que ben, si la première fait 1m80, c'est peut-être un groupe de nordiques, et la suivante sera aussi grande. Voilà, l'indépendance est difficile à modéliser dans la vraie vie quand on fait des sondages. Bon. Jusqu'à ce que j'obtienne 6, ben, tout simplement, là, je répète 4 fois, donc je ne me pose pas de questions. Ici, je fais A1 plus A4, et ben n égale 4 fois. Voilà. Et combien c'est la probabilité? On l'avait calculé, on l'avait appelé R, vous vous rappelez. Et donc là, maintenant, à partir d'ici, j'oublie que cette histoire de 3 coups ou moins, j'ai ce nombre R, et je le garde pour la suite. Première fois que je répète l'expérience, ben, j'ai R, deuxième fois, la probabilité, c'est encore R, et ainsi de suite. Alors, premier calcul, prenons l'exemple C, c'est quand Mathieu lance 5 fois le dé. Voilà. Et donc, il va voir s'il obtient 5 fois le 6 ou pas. Alors, pour l'instant, je vais faire le calcul sans expliquer d'où vient le calcul, donc avec les appareils. Donc, je vous ai tout expliqué ici. Donc, entraînez-vous suivant les modèles que vous avez. Et donc, je vois les expériences, la probabilité de trouver 0. Donc, 0, c'est quand il n'a trouvé aucune fois le chiffre 6. 5, c'est quand toutes les fois il a eu 6. Alors, on voit que c'est assez improbable, et c'est conforme à l'intuition. Vous lancez 5 fois le dé. Si vous avez 5 fois le chiffre 6, naturellement, vous vous dites quoi? Vous vous dites, bah, je suis ultra chanceux. Vous dites pas, ouais, bof, c'est normal. Vous voyez, si vous avez un mélange de chiffres, vous dites, bon, ben voilà, j'ai un mélange. Vous avez déjà joué au Yams, donc vous avez la difficulté d'avoir un... Ça veut dire avoir un Yams. 5 fois la même chose. Alors pourquoi c'est moins probable ça? Parce que faut que le premier fasse 6, le deuxième 6, etc. Tandis que là, ça veut dire que vous avez obtenu 3 fois le chiffre 6. Donc vous pouvez avoir, si vous lancez les dés chronologiquement, les 3 premières fois vous faites 6, les 2 fois suivantes, pas 6, par exemple, ça peut correspondre à ça. Mais ça peut être aussi les 3 dernières fois, vous avez 6, non, donc il y a plusieurs possibilités là, vous voyez, d'avoir 3 fois le chiffre 6, tandis que là, il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir 5 fois, c'est que tout le monde fasse 6. Alors, on va détailler ça avec des arbres. Donc, au lieu de faire 5, on va faire 3, sinon ça ne rentrerait pas. Donc, je lance 3 fois un dé. Tac, tac, tac. Et j'appelle GI et l'expérience faire un 6 au tirage I. Donc, G1, là, j'ai fait. Donc, là, la probabilité ici, c'est un sixième, vous voyez. Là, la probabilité, c'est un sixième, puisqu'ils sont indépendants. Un sixième. Donc, tout le monde fait un sixième ici quand vous montez. Voilà. Et je vais regarder combien de fois j'ai eu le chiffre 6. Alors, ici, là, j'ai eu 6, là, j'ai eu 6, là, j'ai eu 6. Donc, cette branche de l'arbre correspond à 3 fois le chiffre 6. Ici, là, j'ai eu 6, là, j'ai eu 6, là, je ne l'ai pas eu. Donc, correspond à 2 fois le chiffre 6. Là, j'ai eu 6, pas 6, 6. Correspond à 2 fois le chiffre 6. Ici, vous voyez que ça fait 1. Bon, je vous laisse faire pause, réfléchir, combien de fois. Donc, je remplis. Là, ça fait 1. Là, ça nous fait tac, tac, 1. Et là, ça nous fait 0. Alors, vous voyez que avoir 3 fois le chiffre 6, c'est peu probable par rapport à avoir 2 fois le chiffre 6. Parce qu'avoir 2 fois le chiffre 6, il y a cette possibilité et celle-là. Alors, on va noter le nombre de fois qu'on a d'avoir le chiffre 6 à chaque fois. Donc, ici, nombre de cas. Il y a combien de cas pour avoir 6 ici? 1. Là, il y en a 3. Là, il y en a 3. Et là, il y en a 1. 1, 2, 3. Pour S égale 1, 1, 2, 3, etc. Donc, la probabilité d'avoir 6, c'est quoi? La probabilité d'avoir 6 ici, 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Pardon. Donc 1 sixième au cube. Avoir 2 fois le chiffre 6, 1 sixième, 1 sixième, 5 sixièmes. Donc 1 sixième au carré fois 5 sixièmes, la fois où on n'a pas eu le chiffre 6, sauf que ça c'est 3 fois.
puisqu'il y a 3 possibilités. Parce que si vous regardez lui, là, ça fait 1 sixième fois 5 sixièmes fois 1 sixième. C'est-à-dire ce produit-là. 1 sixième fois 5 sixièmes fois 1 sixième. La multiplication est commutative. Et pour le chiffre 2, là, 5 sixièmes fois 1 sixième fois 1 sixième, ben, ça fait aussi 1 sixième au carré fois 5 sixièmes. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, eh bien, vous avez 1 sixième au carré fois 5 sixièmes, mais c'est juste le coefficient devant qui change. Alors réfléchissez ici. 3 fois, eh bien, on a réussi une fois, et 2 fois on a raté. 5 sixièmes au carré. Et ici, c'est quoi? Ben, ici, on a raté 3 fois. Donc 5 sixièmes au cube, fois 1, jamais pas. Et donc à chaque fois, ça fait une formule de ce style-là. Donc on veut réussir k fois. Donc ça, c'est la petite probabilité de réussir, P, k fois, et la probabilité de rater, n moins k fois. Par exemple, ici, on était dans le cas où n vaut 3, puisqu'on a tiré 3 fois là. N vaut 3, n vaut 3. La probabilité de réussir 2 fois, c'est ce que j'appelle k, on appellera toujours ça k, le nombre succès dont on veut calculer la probabilité. Et bien P puissance k, P puissance 2, donc P c'est 1 sixième, loi binomiale de paramètres n égale 3, P égale 1 sixième, et ici, 3 moins 2, 1. Voilà. Alors vous voyez que les probabilités, des fois, on les note petit p, mais ici, comme la lettre petit p est déjà prise, P égale 1 sixième, il m'arrive de noter le P en double barre comme ça, parce que c'est joli, et parce que aussi, bien sûr, ça a un sens au-delà du bac. Donc voilà. Alors maintenant, on voudrait mieux connaître ce nombre, parce que là c'est 1, 3, 3, 1. Mais comment on calcule ce nombre, hein? Donc ça s'appelle les coefficients binomiaux. Donc Pascal connaissait ça au XVIIe siècle. Je l'ai mis sous la forme d'un point d'interrogation, parce qu'à ce stade, vous ne savez pas comment on le calcule. Donc je vais vous montrer comment on le calcule. Donc déjà, j'aimerais vous faire comprendre avec les mains. Donc GG bar G, qu'est-ce que ça veut dire? GG bar G, ça veut dire j'ai réussi, j'ai raté, j'ai réussi. Et donc les 3 possibilités qui étaient sur l'arbre, on les a notées ici. Donc si vous voulez, G, G, G bar. Pardon, lui il est 2 fois, c'est une erreur. G, G, G bar. Lui, c'est G, G bar, G. Donc il est là. G, G bar, G, bah, je suis pas bon là, je suis trompé. Et G bar, GG, G bar, j'ai raté, j'ai réussi, je réussis. Là, on a codé les 3 façons d'avoir S égale 2. Et ça, cette codage va permettre de calculer plus facilement. Parce que finalement, on va pouvoir faire tous les cas. Alors ici, pour S égale 4, ça veut dire que vous avez G, 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 G. Et donc, vous avez combien de cas? Ben 1. Et je ne vais pas tous les dessiner parce qu'il va y en avoir trop, mais si vous voulez S égale 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une seule des cases, vous devez choisir le moment où vous avez raté. Donc il y a combien de possibilités? Ben 4. Parce que vous pouvez avoir raté le premier, raté le deuxième, raté le troisième, raté le quatrième. À chaque fois, ça vous fait 3 cas réussis. Voilà, vous comprenez? De même ici, vous réussissez qu'une seule fois. Donc par exemple, G, G bar, G bar, G bar. Vous devez choisir la case où vous mettez G. Et dans les autres, vous mettrez G bar. 4 cas. S égale 0. Ben, c'est G bar, G bar, G bar, G bar. Il n'y a qu'une seule façon. Alors S égale 2, c'est plus compliqué. Donc vous pouvez mettre... On va choisir les cases. Si vous voulez, c'est comme si vous avez un tableau. Vous avez 4 cases. Et vous devez en remplir 2. Pour mettre G dedans. Et le reste, ce sera G bar. Donc vous devez voir toutes les fois où vous avez réussi. Donc vous pouvez faire ces deux-là. Première possibilité. Ou bien, vous pouvez faire GG comme ça. Deuxième possibilité. Ou bien, troisième possibilité. Ou bien, premier cas est définitivement raté. Quatrième possibilité. Ou bien, cinquième possibilité. Ou bien, les 2 premiers cas sont ratés. Sixième possibilité. Donc, vous avez 6 possibilités. Et vous pouvez faire la même chose. Donc, je vous encourage vraiment à faire pause et à regarder. Et vous allez trouver ici les nombres qui sont marqués là, en fait. Et donc, quand on écrit tous ces nombres, ce que Pascal a fait au XVIIe, d'autres aussi que lui, sûrement l'ont fait. En tout cas, ça s'appelle le triangle de Pascal. Et on a ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur les triangles de Pascal parce que si j'ouvre des tiroirs sur des tiroirs sur des tiroirs, on va prendre 1 heure à expliquer les coefficients binomiaux et à expliquer la suite logique, la façon dont s'est construit ce triangle. 6 plus 4, 10, 10 plus 10, 20, 15 plus 20, 35. 35 plus 21, 56. Vous voyez, donc il y a une raison logique à ça. Pourquoi la somme des deux ici fait... Et donc, alors je vous incite à connaître par cœur... bon, disons les 4 premiers. Voilà, vraiment, c'est impératif à connaître par cœur. Donc, que veut dire ce triangle de Pascal? Ben, il veut dire, je vous donne 7,
voilà, je vous montre 7 pains différents à la boulangerie. Vous pouvez en choisir 4. Là, je fais un package, vous choisissez 4 pains. Mais il y a combien de possibilités de choisir 4 pains parmi un choix initial de 7, un ensemble de 7, 35. Voilà. Je vous donne 4 pains maintenant, vous en choisissez 2. Il y a 6 possibilités. On l'a vu avec les GG bars. Je vous donne 3 pains, vous en choisissez 1. Il y a 3 possibilités. Je vous donne 7 pains, vous en choisissez 0. Il y a une possibilité, vous choisissez rien. Je vous donne 7 pains, vous en choisissez 7. Il y a une possibilité, vous prenez les 7. Je vous donne 7 pains, vous en choisissez 6. Ça veut dire que vous en renoncez à 1. Donc le nombre de renoncements possibles est égal à 7, puisqu'il y a 7 pains. Et vous voyez, c'est complètement logique. Ça s'appelle les coefficients binomiaux. 2 parmi 4, il est là. Attention, combien fait 5 parmi 8? Réponse 5 parmi 8. 56. Voilà. Ce triangle, il a une valeur surtout culturelle et un peu théorique. Il va vous servir pour les 4 premiers. Donc si je vous demande 2 parmi 4, vous devez savoir que ça fait 6. 3 parmi 4, ça fait 4. 1 parmi 3, ça fait 3. Vous devez connaître par cœur ces 4 premières lignes. Pour les autres, si on vous demande par exemple 4 parmi 9, vous n'allez pas vous amuser à construire le triangle de Pascal. Enfin, vous pouvez, mais... Et donc j'explique ici sur les calculatrices comment calculer 3 parmi 10, par exemple, sur un exemple, suivant la marque. Ce qui est intéressant à savoir, même si dans l'usage des sujets de bac, vous n'en aurez pas besoin, mais sachez quand même qu'il y a une manière de calculer à la main, 3 parmi 10. Vous mettez 3 fois 2 fois 1 en bas, et en haut, vous faites une correspondance comme ça. Donc je vous en donne un autre, par exemple, pour comprendre, parce que là j'ai très mal expliqué. 4 parmi 15. En bas, vous mettez 4 fois 3 fois 2, vous êtes arrêté à 1. Et en bas, vous mettez 15 au-dessus du 4, 14 au-dessus du 3, 13 au-dessus du 2, 12, et voilà. Et ça, vous simplifiez, par exemple, 4 fois 3, 12, vous barrez avec le 12, etc. Donc c'est intéressant de le savoir. Voilà. Et donc finalement, la formule de la loi binomiale, vous vous rappelez, quand on avait ce point d'interrogation, c'était le nombre de cas possibles, voilà la formule de la loi binomiale. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir calculer ce nombre-là en particulier, parce que la calculatrice vous donne directement la réponse, directement pour ça. C'est pour ça que là, j'ai mis que ce calcul-là, le plus souvent, il sera inutile, vous en servirez très rarement dans les sujets de bac. Parce que ce nombre-là isolément, c'est rare que vous deviez faire ce nombre-là calculé isolément, fois ça, puissance ça, fois ça. La calculatrice vous donne directement ça. Alors j'avais indiqué ici comment faire sur la calculette, ça va vous rappeler, mais je vais le redonner en dessous parce que vous allez voir pourquoi. Alors faisons un résumé avec un énoncé type. Énoncé type. Floralie tire une carte dans un jeu de 32. Elle s'intéresse au fait d'avoir une dame. Puis elle remet dans le jeu la carte tirée, elle mélange et elle recommence en tout 10 fois. Elle mémorise le nombre de dames obtenues, quelle est la loi de Vix. Alors là, je vous demande la rédaction. C'est une proposition de rédaction. En tout cas, elle contient tous les arguments que vous devez avoir dans une réponse de sujet de bac. Un schéma de Bernoulli. Donc c'est important d'employer le mot, ça montre que vous avez compris. C'est quoi un schéma de Bernoulli? C'est quand vous répétez une expérience de Bernoulli un nombre de fois fixé à l'avance. La même expérience de Bernoulli de manière indépendante. C'est-à-dire, un schéma de Bernoulli, ça résume tout ce qu'il y a après, si vous voulez. Voilà. Donc le schéma de Bernoulli, vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur l'expérience de Bernoulli, elle tire une carte. Ça, tirer une carte, c'est pas une expérience de Bernoulli en soi. Elle s'intéresse au fait d'avoir une dame. Ça, c'est une expérience de Bernoulli. J'ai une dame, oui. J'ai pas une dame, non. Vous voyez, on en tire une information, vrai-faux. Voilà. Alors, et X est le compteur, le nombre de succès, puisque c'est le nombre de dames obtenues. Alors, il y a marqué, elle mémorise, mais bon, voilà. Alors, le nombre de répétitions est fixé à l'avance. C'est marqué où dans l'énoncé? Elle répète 10 fois. Très bien. La probabilité de succès est constante. Oui, parce qu'elle remet la dame. Si elle ne la remettait pas, quand elle tire la deuxième fois, si elle a eu une dame la première fois, avoir une dame la deuxième fois, ce ne serait pas la même probabilité. Vous voyez, la probabilité d'avoir une dame, c'est 4 sur 32, 1/8, si vous simplifiez. Si elle ne remettait pas la carte, en admettant qu'elle ait tiré une dame la première fois, ça deviendrait 3 sur 31, puisqu'il n'y aurait plus que 31 cartes dans le jeu, il n'y aurait plus que 3 dames. Là, comme elle remet la carte, la probabilité est la même. Et en plus, elle mélange, donc les répétitions sont indépendantes, parce que si elle ne mélangeait pas, si elle mettait la dame en dessous du jeu, ça changerait un peu, parce que d'une part, elle saurait où est la dame, donc suivant son envie ou pas de réussir, ça pourrait varier, et puis si elle a tendance à piocher au milieu, si elle remettait la dame en dessous, par exemple, voilà. Bon, le fait qu'elle mélange, ça rend les répétitions complètement indépendantes.
Donc ne vous inquiétez pas, pour indépendant, vous n'aurez pas en général besoin d'aller à la pêche du mot qui permet de savoir que c'est indépendant. Ici, le mot mélangé, ça sera très souvent marqué explicitement. On considère que les répétitions sont indépendantes. Donc là, il suit la loi binomiale qui est notée comme ça, 10, 1/8. Alors voilà les questions type. Donc ça, c'est la question type, prouver que c'est la loi binomiale, ou quelle est la loi de x. Et donc ça, c'est la rédaction type. Maintenant, les calculs types que vous pouvez avoir. Calculer P de x égale 2. Donc j'ai rappelé ce que j'avais dit tout à l'heure. Et vous vous entraînez avec votre calculatrice. Pour la Numorx, je n'ai pas marqué le détail parce que c'est tellement fluide, intuitif et c'est bien fait la Numorx que il suffit de lire l'écran, quoi. Tandis que les autres, elles sont tellement compliquées, les Casio et les TI, que je suis obligé de vous donner les codes et encore vérifier bien que c'est bien ça pour être sûr. Et vous devez mémoriser des codes compliqués, donc c'est très pénible. Donc C, ça veut dire cumuler, ça peut vous donner un moyen mnémotechnique si vous voulez. C, cumul, c'est ça. Alors, x inférieur ou égal à 3, ça veut dire la probabilité que x soit égal à 3, à 2, à 1 ou à 0. Attention, dans cette expérience binomiale, x peut valoir 0 dans les expériences binomiales. Je rappelle, on est dans une expérience où elle tire une carte et elle s'intéresse au fait d'avoir combien de dames elle a eu au bout de 10 fois. Elle peut avoir eu 0 fois la dame. Vous voyez, et donc là, on s'intéresse au fait qu'elle ait eu au plus 3 dames. Ou bien, on peut dire aussi 3 dames ou moins. Voilà. Et donc, vous faites directement, là, il n'y a aucun calcul à faire. Vous n'avez même pas besoin de connaître la formule. Voilà. Alors ensuite, on demande P de x supérieur ou égal à 4. Alors attention, pour P de x supérieur ou égal à 4, x peut être égal à 0, x peut être égal à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Donc, comme la plupart des calculatrices, enfin les TI et les Casio en tout cas, ne vous permettent de calculer automatiquement que ça, vous allez devoir avoir recours à l'événement contraire pour ça. Donc supérieur à 4, c'est là, l'événement contraire, c'est inférieur ou égal à 3. Vous comprenez? Ce n'est pas inférieur ou égal à 4, l'événement contraire. L'événement contraire, c'est ça. Et donc, vous dites ici, donc ça fait un 1 moins, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à 3, donc 1 moins ce qui reste là, donc 3%, un peu moins de 3%. Si vous avez une Numorx, vous n'êtes pas obligé de faire l'événement contraire, il suffit de regarder, de lire ce qui est marqué sur l'écran, et vous avez ça directement. Alors maintenant, au lieu de répéter 10 fois, elle répète n fois. Alors, donc là, par contre, il n'y a pas de calculatrice, là, c'est à la main. Donc, P de x supérieur à 1, on veut que ce soit supérieur à 99%. Bon, vous imaginez que, ça veut dire quoi, P de x supérieur à 1? Avoir eu au moins une fois une dame. Elle répète 10 fois l'expérience. Bon, il se peut qu'elle n'ait aucune fois de dame. C'est pas de chance. Si elle répète 1000 fois l'expérience, c'est impossible concrètement dans la vie de tous les jours qu'elle ait aucune fois la dame. Je veux dire, si elle répète 1000 fois, si elle répète 1 million de fois. Et donc, au bout d'un moment, ça devient quasiment certain qu'elle ait au moins une fois une dame. Donc, au bout d'un moment, cet événement-là va dépasser 99%. Alors, ça signifie que l'événement contraire de P de x supérieur ou égal à 1, donc P de x supérieur ou égal à 1, c'est ça. L'événement contraire, c'est lui. Donc, ça veut dire que 1 moins P de x égale 0, de toute façon, il ne peut pas être négatif. Supérieur, alors on va l'écrire en décimale. Égale 0,99. Bon, donc ça veut dire que P de x égale 0. Si vous faites des passages à droite, à gauche, on ne va pas vous apprendre l'algèbre ici, les inégalités, ça fait ça. Alors maintenant, c'est quoi P de x égale 0? Donc P de x égale 0, là, vous avez besoin de la formule. Mais on va voir que la formule, elle est très intuitive dans ce cas. Alors je la prends ici, je la recopie. P de x égale 0, inférieur à 0,01. Alors x égale 0, ça veut dire que k vaut 0. Très bien. Je remplace k par 0, k par 0 et k par 0. Ça me donne ça? Alors p puissance 0, un nombre puissance 0, ça fait 1. Sauf si p était nul, ce qui n'arrivera jamais. Donc ça fait 1, du coup vous pouvez l'enlever. Ensuite 0 parmi n, ben, vous devez le savoir, 0 parmi n. Donc dans le triangle de Pascal, c'est cette colonne-là. Donc, j'ai dit que vous devez apprendre les 4 premières lignes, mais vous devez aussi apprendre la première colonne. 0 parmi n, ça fait toujours 1. De même, la diagonale aussi. N parmi n, ça fait 1. Donc, 0 parmi n, on vous donne n bonbons, vous devez en choisir 0. Ben, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'en choisir 0. Voilà, aucun. Donc ça fait 1. Vous pouvez le faire. Donc, et ça, c'est un sujet classique. Hein. Vous aurez cette question avec cette histoire de 0 parmi n et tout ça. Et donc là, vous avez ça. Très bien. Et donc là, vous ne pouvez faire ça que si vous êtes en terminale et que vous avez appris le logarithme. Parce que là, vous êtes obligé de passer au logarithme. Donc ça fait L. Donc 1 moins P, c'est quoi 1 moins P? Donc ici, on est dans un événement où P, c'est 1 huitième. Donc 1 moins P, c'est 7 huitièmes.
Donc là, ça nous fait n fois ln de... Attention, donc là, passage uniquement pour les terminales qui ont fait le ln, inférieur à ln de 0,01. Et vous divisez par ln de 7/8 qui est négatif, puisque 7/8 est inférieur à 1, donc ça va changer le sens de l'inégalité. Ça fait n supérieur ou égal à, et bien ça vous fait ln de 0,01 sur ln de 7. Et là, vous prenez votre calculatrice. Alors, j'ai fait en Python ici, 34,4. Donc, n supérieur ou égal à 30. Si elle veut être sûre que la probabilité soit 99% au moins, il faut prendre 35. Pour terminer cette vidéo, enfin, deux choses. Donc, d'abord, des contre-exemples de loi non binomiale. Donc, on tire jusqu'à ce que le 6 sorte. Ce n'est pas binomial parce que le nombre de répétitions n'est pas fixé puisqu'il dépend du hasard. Comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle une loi géométrique. La fatigue au fil des répétitions, je tire un penalty. Bon, au bout du 50e, ma probabilité de succès, mettons qu'elle soit connue de manière empirique, ben, je fatigue. Donc, elle diminue. Donc là, c'est pas binomial. Si je réussis, l'émulation fait que la prochaine fois, ma probabilité de succès est plus grande. Ou si je rate, la manque de confiance fait que la prochaine fois, la probabilité de succès diminue. Donc là, il n'y a pas d'indépendance. J'ai une probabilité théorique qui est toujours la même, mais il n'y a pas d'indépendance. Ensuite, les feux synchronisés. Donc ça, c'est un truc important pour comprendre bien un contre-exemple, parce que des fois, on peut se dire, mais si P est constante, pourquoi il faudrait dire que c'est indépendant? P est constant, P est constant. Bon. Alors voilà, vous avez des feux. Donc vous avez un feu rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. Et les feux ont été installés par le même constructeur, c'est tous les mêmes. Et donc, j'ai mis les temps ici, 20 secondes. Donc la probabilité de trouver le feu au vert, c'est 1/3. Parce que ça vous fait 20 sur un cycle de 60 secondes, ça fait 1/3. Et donc, vous arrivez ici, le constructeur qui a mis les feux, il a calculé que si vous roulez à 50 km/h, comme vous faites en ville, là, il y a 10 secondes. Donc, quand lui, il passe au vert, 10 secondes après. Là, mettons, il y a 25 secondes. Et donc, quand lui, il passe au vert, ils sont reliés par un fil électrique, et donc lui, il passe au vert 25 secondes après. Ce qui fait que, quand vous arrivez là, peut-être c'est rouge, vous arrêtez, vert, vous démarrez à 50, paf, ils vont tous s'aligner au vert magiquement devant vous. Le gars qui arrive d'une petite rue là, la probabilité qu'il trouve ce feu au vert, c'est 1/3. Mais vous qui arrivez par là, la probabilité que vous trouviez ce feu au vert, ben c'est 1, c'est 100%. Puisque ça veut dire que vous avez dû passer par là, de toute façon. Peut-être vous arrêtez ou pas, mais en tout cas, tac. Et voilà. Donc vous voyez que la P, c'est la même pour chaque feu, pris indépendamment, sauf que c'est pas indépendant. Donc là, c'est pas une loi binomiale. Si vous arrivez par là, c'est pas une loi binomiale, le nombre de feux rouges, quoi. Alors je donne deux exemples qui sont sortis cette année, là. Donc la probabilité qu'une connexion soit instable, c'est ça. Donc ça va être votre P. On étudie un échantillon de 50 connexions, ça va être votre N. Ces connexions étant choisies au hasard. On suppose que c'est suffisamment pour un tirage sans remise. Donc ça, c'est la phrase magique qui vous dit que c'est indépendant. Tirage avec remise, indépendant. Donc dans votre rédaction type que j'ai dit tout à l'heure, nombre de tirages fixés à l'avance, 50, c'est dit dans l'énoncé. Probabilité de succès constante, tac, dit dans l'énoncé. Répétition indépendante, tac, dit dans l'énoncé. Schéma de Bernoulli, ben voilà, on répète une expérience de Bernoulli dont la réponse est vrai ou faux, instable ou pas instable. Et X, c'est le nombre de connexions, donc c'est le nombre de succès. Et donc ça, c'est la phrase que vous devez dire pour dire que c'est une loi binomiale. Alors vous voyez, dans ce sujet, on l'admet. On ne vous demande même pas de rédiger pourquoi c'est une loi binomiale. Paramètre N, P. O plus 8 connexions. Donc là, c'est les trucs chiants de O plus. Donc O plus, ça veut dire inférieur ou égal à 8. Donc là, vous utilisez ce qu'on a dit avec les calculatrices. Ensuite, cette fois-ci, au lieu de faire 50, on fait n. Donc c'est un nombre de répétitions fixé à l'avance, qui est n, mais on cherche la valeur de n pour que quelque chose se passe. Donc ici, Pn, au moins une, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, au moins une, c'est exactement, donc vous allez le faire, hein, ce sujet pour vous entraîner, de toute façon on fait des vidéos dessus, c'est exactement la question que j'ai mis là, c'est exactement pareil. Ensuite, Amérique, pareil, J2, parce que vous savez, donc en terminale, il y a deux sujets. Parce que si vous faites spécialité, suivant les spécialités, vous passerez J1 ou J2. Quoi, voilà. Alors, il étudie les statistiques de réussite. Donc, on parle de Victor, il tente, probabilité 0,32. Ça, ce sera votre P. 15 lancés, N. On suppose qu'ils sont indépendants, c'est écrit. Donc, on admet encore une fois. Là, vous voyez, en Amérique, là, ils ont admis. Bon, si on ne devait pas l'admettre,
Schéma de Bernoulli, on répète une expérience de Bernoulli. C'est quoi l'expérience? Je lance un panier à 3 points, je le réussis ou pas. Je répète donc schéma de Bernoulli. Xn, on l'appelle n, c'est pour ça que j'ai varié les lettres. Vous voyez tout à l'heure, n c'est le compteur, tac. Donc les trois conditions, donc répétition indépendante, nombre de tirages fixés à l'avance, probabilité constante, tac, tout est marqué. Les paramètres, n égale 15, p égale 0,32. Exactement 4, p de n égale 4, calculatrice. Au plus 6, p de n inférieur ou égal à 6, calculatrice. Alors l'espérance, c'est vrai que j'en ai pas parlé. L'espérance, loi binomiale b de np, si... Alors ça c'est la notation mathématique pour dire suit la loi. Si une flèche comme ça un peu recourbée, si x suit cette loi, alors l'espérance de x c'est n fois p. Bon, c'est pas compliqué à retenir, donc ici l'espérance vous l'avez. Alors là ce qui est intéressant c'est que, donc ça vous irez voir la vidéo consacrée à ça, je dis juste le nombre de points marqués. S'il a réussi, 1 panier à 3 points, il a marqué 3 points. S'il a réussi, 2 paniers à 3 points, ça lui fait 6 points. Vous comprenez que t c'est 3 fois n. Voilà. Et donc les questions suivantes ne sont pas des questions à proprement parler sur la loi binomiale, je m'arrête donc ici. Voilà, j'espère vous avoir éclairé avec tous ces exemples sur la loi binomiale.